Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Tsai Ruiyue. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui nous allons clore cette série sur l'histoire d'une pionnière de la danse moderne et contemporaine à Taïwan qui est Tsai Ruiyue. Elle avait été formée au Japon et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle était revenue à Taïwan pour y développer la danse. Nous avions commencé à parler de Tsai Ruiyue le 28 février, une date qui a marqué l'histoire de Taïwan qui est toujours fériée de nos jours, puisque le 28 février 1947 marque la répression du gouvernement nationaliste du KMT de la population taïwanaise qui s'insurgeait. Et donc ce mouvement a été réprimé dans le sang et a donné lieu à ce qu'on appelle la Terreur blanche, pendant laquelle Tsai Ruiyue a aussi été incarcérée en 1949. Donc elle a passé 3 ans dans différentes prisons et a finalement été libérée en 1953. À sa sortie de prison, le KMT ne l'a pas laissée tranquille. Ils ont continué à la surveiller tous les jours, à envoyer quelqu'un observer ses cours de danse, à lui mettre des bâtons dans les roues et en même temps aussi à lui ordonner de faire des représentations dès qu'il y avait des dignitaires étrangers qui venaient, etc. Donc elle a fini par quitter Taïwan en 1983 pour se rendre en Australie et son studio de danse a été repris par Ondine Xiao, que j'ai interviewée. Elle est yogi, donc une danseuse qui est là depuis une 30aine d'années. Et donc elles m'ont raconté toutes les deux l'histoire de la vie de Tsai Ruiyue que nous allons reprendre maintenant. Nous étions arrêtés la semaine dernière lorsque le studio Tsai Ruiyue avait été reconnu patrimoine historique puisque c'était un bâtiment de l'époque japonaise et 2 jours après, on y avait mis le feu à un incendie vraisemblablement criminel. À ce moment-là, Tsai Ruiyue avait presque 80 ans. Elle venait de revenir à Taïwan pour la 2e fois depuis son départ pour l'Australie, dans le but de recréer ses anciennes chorégraphies. Mais avec son école de danse brûlée, toutes ses archives, ses costumes perdus, que pouvait-elle faire ? Eh bien, en fait, elle pouvait encore faire énormément. Dès les jours suivants, Tsai Ruiyue se démène. Elle rend visite à Annette Lu Xiaolian, qui est une femme politique du DPP qui était alors maire de Taoyuan et qui a été élue vice-présidente quelques mois plus tard. Tsai Ruiyue est aussi allée au Parlement et le lendemain, le maire de Taipei de l'époque, Ma Ying-jeou, lui rend visite pour exprimer ses condoléances pour l'incendie. Elle obtient la promesse de la mairie de Taipei que le lieu sera reconstruit dans les 2 ans. Une collecte de fonds est lancée à laquelle participe aussi la vice-présidente Annette Lu pour reconstruire le lieu. Du studio brûlé, il ne restait plus que le parquet épargné par les flammes. Nous dansons ici, nous enseignons la danse aux enfants, nos enfants aussi grandissent et dansent là. Depuis que Tsai Ruiyue a commencé en 1953 jusqu'aux années 1994, puis 1999 et 2000, donc pour nous c'est vraiment une chose à laquelle nous attachons beaucoup d'émotions. En découvrant le parquet de bois, on s'est dit que ce studio de danse est vraiment puissant. On a aussi reconnu que les Japonais sont très méticuleux, qu'ils font attention au côté pratique, effectif des constructions. Après l'incendie, nous avons lutté pour reconstruire le studio de danse. Mais nous n'avions pas imaginé qu'on ne nous laisserait pas participer à la reconstruction. La mairie de Taipei a fait appel à je ne sais quelle équipe. Ils ont détruit et enlevé tout le parquet qui n'avait pas brûlé. On en a récupéré un petit morceau. Le frère de Tsai Ruiyue avait laissé des planches et poteaux de bois brut de cyprès du Japon en réserve qui étaient stockés dans un espace sous le parquet pour des réparations futures. C'était la danseuse Yogi que nous venons d'entendre et le récit est poursuivi par Ondine. Quand on a pu y revenir, tout ça avait été emporté. Ils ne l'avaient pas laissé dans le studio non plus. Mais nous sommes aussi revenus en cachette pour danser les pièces de Tsai Ruiyue et nous avons filmé cela. En fait, lorsque le lieu a été nommé patrimoine historique, le gouvernement local a invité Tsai Ruiyue à y revenir et à remettre en scène les spectacles du début de sa carrière, mais de façon très dramatique. Elle était à peine rentrée depuis 2 jours que tout a été réduit en cendres. Mais elle a été très courageuse, même si beaucoup de gens lui ont proposé un autre studio, elle a insisté pour reconstruire ici. Ces chorégraphies ont été à nouveau dansées ici. L'environnement était très mauvais, il y avait du charbon partout et il n'y avait même pas de toit. Tsai Ruiyue a reconstitué une 20aine de ses œuvres directement sur le parquet qui était resté.
Yogi et Andine se rappellent d'avoir dansé La jeune fille et la mort sur l'air de Schubert, chorégraphié par Tsai Joyue. À ce moment-là, ils dansaient à ciel ouvert. Il y avait simplement une tente montée sur le parquet, mais pas de toit pour se protéger de la pluie, ni des rayons du soleil, ni rien contre les moustiques. Et elle trouve que cette année-là, ils ont vraiment vu l'esprit, la ténacité de Tsai Joyue, cet artiste qui avait 80 ans et a continué à travailler ses chorégraphies jusqu'au bout pour pouvoir en laisser des traces. Cette insistance à mener ce projet de reconstruction des œuvres à terme avait aussi un objectif donc de mémoire et d'archivage, car d'une part, à l'époque, beaucoup de spectacles n'étaient pas filmés, et d'autre part, pour ceux qui avaient pu être enregistrés, une grande partie avait été perdue dans l'incendie. Si nous avons pu conserver des traces de ces œuvres des années 40 aux années 70, c'est grâce à sa persévérance de cette année-là. Elle a fait revivre ces mouvements. Et c'est ainsi que maintenant, nous sauvegardons ici près de 80 ans d'œuvres depuis la Seconde Guerre mondiale. La danse moderne de 1946, ce n'était pas le ballet. Plus tard, nous sommes devenus de la même famille, mais au début, je ne comprenais pas ces œuvres. Finalement, après avoir travaillé 100, 200 fois une danse, elle te transmet un message particulier. Elle te laisse voir des réponses. Par exemple, la pièce Poursuite. Joy est un chasseur qui est à la poursuite d'un cerf. C'est une histoire qui vient de la mythologie autochtone. Le cerf a l'air d'inviter du regard le chasseur à le suivre. Il le guide, et il traverse ainsi les crêtes et les rivières. Mais le chasseur n'arrive jamais à tuer le cerf. Nous avons dansé très souvent cette œuvre, et un jour, soudain, j'ai compris. Je visualisais clairement le chemin que le chasseur empruntait. Avant, je voyais les mouvements, je voyais qu'il tirait une flèche, mais après j'ai compris et j'ai trouvé qu'elle écrivait très clairement le chemin parcouru. Yogi aussi est admirative de cette façon de penser l'espace et le mouvement, surtout en la remettant dans son contexte. Elle avait chorégraphié cette danse très tôt, en 1949. Le cerf apparaît une fois d'un côté, puis de l'autre. On ne sait jamais où il sera à la prochaine seconde. J'ai appris cette chorégraphie en 1999. J'étais impressionnée par le fait que 50 ans plus tôt, elle avait déjà une telle utilisation de l'espace de la scène. On peut littéralement voir le chasseur traverser les montagnes de Taïwan, les gorges, les rivières, on le voit grimper, c'est magique. Pourtant, la scène est toute vide, ce n'est pas du théâtre ou du mime, mais bien de la danse. Ça m'a beaucoup marqué. À l'époque de Tsai Joyue, leur danse pouvait déjà nous amener à voir des histoires, elle pouvait créer un espace à l'intérieur d'une pièce. Simplement, le fait de voir comment elle crée le contenu d'une chorégraphie ici, comment elle nous emmène vraiment dans la montagne, dans le village autochtone. Tsai Joyue était vraiment allée dans la montagne, dans un village autochtone, là où les voitures n'arrivaient pas à passer et où il faut marcher, voire se faire porter pour certains passages et monter dans la montagne pour arriver au village. C'est une image de poursuite qui illustre l'épisode d'aujourd'hui, mais plus récente, de 2020. Pour revenir un peu en arrière, en l'an 2000 est aussi établie la Fondation culturelle Tsai Joyue, et c'est Ondine Xiao qui en prend la tête. La télévision publique tourne un documentaire sur la vie de Tsai Joyue, intitulé « La prison et la rose », et des séminaires et des échanges continuent à être organisés. Ces échanges, en fait, se sont poursuivis tout au long de la vie de Tsai Joyue, autant que les circonstances le permettaient, comme le raconte Yogi. En 2003 et en 2004, elle a organisé des échanges internationaux en invitant des grands noms de la danse à venir à Taïwan, des États-Unis, d'Australie et du Japon. Elle a tout organisé, toutes les représentations et leur emploi du temps. Tsai Joyue est morte l'année suivante à Brisbane, en Australie, le 29 mai 2005, à l'âge de 84 ans. Le premier festival international de danse Tsai Joyue est organisé en son honneur l'année suivante. En ce qui concerne le studio, son école de danse, les travaux de reconstruction avaient commencé en 2002, et puis une bataille administrative pour garder le contrôle de la gestion du lieu s'engage entre le Bureau de la culture de la ville de Taipei, puisque c'est un bâtiment classé patrimoine historique par la ville, et d'autre part la Fondation culturelle Tsai Joyue, qui souhaite avoir les mains libres pour continuer à danser, à enseigner, à organiser des échanges culturels. La Fondation Tsai Joyue finit par gagner en 2006 et le lieu rénové ouvre officiellement ses portes en mai 2007 et un mémorial y est ajouté en mars 2008. Nous avons organisé ces échanges internationaux 16 ans de suite. C'est surtout ici que ça a eu lieu, avec des gens qui venaient de 5 ou 6 pays au moins. Mais avec le Covid, pendant 3 ans, nous avons été bloqués, donc ça a été interrompu.
Maintenant, nous avons plus d'activités académiques. En mars, un professeur de l'université de Keio au Japon viendra nous voir pour discuter d'un échange. Aujourd'hui encore, ce lieu reste très important dans le monde de la danse moderne et contemporaine. Comme Yogi le souligne, c'est aussi le seul lieu listé comme patrimoine historique, non pas du fait de l'ancienneté du bâtiment, mais du fait de l'art, du fait qu'une danseuse professionnelle taïwanaise a longtemps développé ici ses chorégraphies. C'est aussi un lieu de promotion de l'enseignement de la danse contemporaine. Lorsque des troupes artistiques de n'importe quel pays du monde viennent à Taïwan, même quand Taïwan était complètement fermé, cet endroit est le seul où l'on pouvait être en contact avec des troupes étrangères. Ici, on avait un peu plus de liberté pour apprendre la danse contemporaine et d'autres courants, du ballet, même le chorégraphe américain Merce Cunningham est venu ici, ou encore des troupes d'Australie. Dans les années 70, dès qu'une troupe internationale importante venait à Taïwan, elle avait presque systématiquement un échange avec Tsai Jueyue. Ondine conclut en fermant la boucle qui unit Tsai Jueyue, la danse contemporaine, et ce lieu si particulier. Je pense que l'esprit de Tsai Jueyue est enraciné dans cet endroit. La danse contemporaine y est enracinée. Nous sommes arrivés au terme de cette série de 3 épisodes de Femmes d'ombre, Femmes de lumière autour de la vie de Tsai Jueyue, une danseuse dont l'œuvre et la vie sont très liées à l'évolution socio-historique de Taïwan. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.